Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de ce 1er juin, une nouvelle feuille de route pour un cessez-le-feu à Gaza. Avec à l'initiative Israël, elle a été présentée par le président américain. Un plan en 3 temps, jugé positif par le Hamas. Joe Biden parle de lueur d'espoir, l'Union européenne de plans réalistes, l'ONU d'occasion à saisir. En Afrique du Sud, l'ANC arrive en tête des législatives, mais le parti perd sa majorité absolue. Pas de résultat définitif encore, mais avec à peine plus de 41% des suffrages, le parti historique va donc devoir nouer des alliances pour se maintenir au pouvoir. Les bureaux de vote ont fermé il y a quelques instants. Enfin, les bureaux de vote ont refermé leurs portes en Inde. C'était aujourd'hui la 7e et dernière phase des législatives. Nous retrouverons notre correspondant à Delhi, Combastin, et évoquerons avec notre invité Sylvain Bersinger le bilan économique du Premier ministre Narendra Modi, qui a de grandes chances de se voir réélu. Il est temps que la guerre se termine. Le président américain appelle le Hamas à accepter un plan de cessez-le-feu pour Gaza en 3 phases. La proposition est israélienne, a été qualifiée donc de positive par le Hamas. Un bémol toutefois, la toute dernière déclaration de Benyamin Netanyahou, Dari Kalinglopi. Benyamin Netanyahou, inflexible. Le bureau du Premier ministre israélien précise publiquement son plan pour un cessez-le-feu à Gaza. Avant de mettre fin au combat, des clauses doivent être remplies selon l'État hébreu. Les conditions d'Israël pour stopper la guerre n'ont pas changé. La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et l'assurance que Gaza ne posera plus de menaces à Israël. Cette déclaration pourrait remettre en cause la viabilité de ce nouveau projet d'accord. Quelques heures avant, le président américain Joe Biden, principal allié d'Israël, avait présenté les détails des 3 phases du cessez-le-feu. La première phase prévoit un retrait des soldats israéliens des zones habitées de Gaza durant 6 semaines. Des otages israéliens devraient alors être libérés, tout comme des centaines de prisonniers palestiniens. Le cessez-le-feu conditionnel pourrait devenir permanent. Alors ce vendredi, Joe Biden a encouragé la conclusion de cet accord. Le Hamas dit qu'il veut un cessez-le-feu. Cet accord est l'occasion de prouver qu'il est vraiment sincère. Le Hamas doit accepter l'accord. Pendant des mois, des gens du monde entier ont appelé à un cessez-le-feu. Il est maintenant temps d'élever la voix pour demander au Hamas de s'asseoir à la table des négociations. Avant la déclaration du pouvoir israélien sur sa destruction, le Hamas s'était dit favorable au plan. Le Hamas considère positivement ce qui a été indiqué dans le discours du président américain Joe Biden quant à un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la reconstruction et l'échange de prisonniers. Cette nouvelle tentative de mettre fin à cette guerre meurtrière est loin d'être conclue au moment même où l'armée israélienne intensifie son offensive dans la bande de Gaza et notamment à Rafah. À Singapour se poursuit le forum sur la défense, un grand raout qui chaque année réunit experts et dirigeants mondiaux sur les questions de sécurité internationale. Ce samedi, le président ukrainien est arrivé sur place, rejoignant ainsi notamment les ministres américains, chinois et français de la défense. Volodymyr Zelensky saluait hier, rappelons-le, le feu vert donné par les États-Unis à l'utilisation par Kiev d'armes fournies par les Américains, et ce pour frapper sous condition des cibles sur le sol russe. L'Ukraine, 27 mois après son invasion par la Russie, où en est-elle? Eh bien, la question a été posée à la ministre belge des Affaires étrangères. Adjel Habib était invitée d'International ce samedi sur TV5 Monde. Et si la Belgique s'est engagée à fournir à Kiev 30 avions de combat F-16 sur Vladimir Poutine, voici la position de la chef de la diplomatie belge. Écoutez. C'est Poutine qui doit arrêter de jouer. C'est Poutine qui doit comprendre qu'il ne nous fera pas peur et que le chantage ne fonctionne pas. La preuve, c'est qu'on tient et qu'on va continuer à soutenir l'Ukraine. Et donc, nous mettrons tout en œuvre pour lui répondre. Voilà, c'est le message et on restera unis. C'est le meilleur message qu'on peut fournir à Vladimir Poutine aujourd'hui. La guerre et la sécurité, deuxième préoccupation des Européens après la santé. Et plus un pays est proche de la Russie, plus forcément l'inquiétude est forte. On va le voir alors que la semaine prochaine, du 6 au 9 juin, plus de 370 millions de citoyens européens voteront pour élire leurs députés au Parlement européen. Vanessa Abba. La guerre, une priorité pour 38% des Européens, juste après la santé.
En Pologne, en Lituanie et en Lettonie, c'est même plus de la moitié de la population qui se sent concernée, des pays proches géographiquement de l'Ukraine. Enjeu crucial également pour l'Estonie, mais aussi pour l'Allemagne. En tout cas, face à l'agression russe, une grande majorité des Européens sont d'accord. L'Europe doit renforcer sa politique commune en matière de défense. Ils sont 72%. Et une fois de plus, les pays baltes, mais aussi la Finlande, qui partagent plus de 1300 km de frontières avec le voisin russe, sont les premiers à réclamer une défense à l'échelle européenne, tout comme la Hongrie. Mais alors, les Européens ont-ils peur d'une guerre imminente avec la Russie? Pour 74% des Polonais, c'est oui, comme pour 70% des Estoniens, 67% des Finlandais et 66% des Roumains. Même crainte plus au sud, du côté du Portugal et de l'Italie. Et l'aide à l'Ukraine, doit-on la renforcer? 61% des Européens sont pour, en tête la Finlande, le Portugal et l'Espagne. Un soutien qui passe d'abord par des négociations de cessez-le-feu avec Vladimir Poutine, pour 63% des Européens. C'est ce que défendent 76% des Italiens, 74% des Hongrois et 73% des Bulgares. Une solution aussi pour plus de la moitié des Français et des Allemands. En matière d'action militaire, les Européens sont plus prudents. Seulement 22% d'entre eux sont pour un envoi de troupes armées en Ukraine. En Afrique du Sud, après les législatives de la semaine, l'ANC au pouvoir depuis 30 ans se dirige vers un revers historique. Alors certes, il l'emporte, mais a priori avec à peine plus de 41%, et les tout derniers dépouillements n'inverseront pas la tendance. Le parti perd donc sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, ainsi affaibli. Il va à présent devoir négocier pour former un gouvernement de coalition. Reportage Joséphine Klockner avec Gabriel Porometo. Dans le centre des opérations des résultats où l'on compte chaque vote en direct, l'ambiance est à l'effervescence, en particulier du côté du Mkhonto weSizwe, le parti de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, qui a réussi à capter la plupart des voix des déçus de l'ANC. Le parti est en tête dans la région des Zoulous et se hisser à la 3e position nationale. Notre parti est un bébé de 5 mois et déjà il joue dans la cour des grands, contre des dinosaures qui ont toujours été là. On a toujours été maltraités, comme les gens qui ont voté pour nous. Donc toutes ces personnes ont décidé ensemble de nous élire pour voir un changement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Pour d'autres partis d'opposition, c'est la déception. C'est l'exemple d'Action South Africa qui espérait entrer au Parlement avec un meilleur score. Dites-moi quel autre parti est content. Le seul qui est heureux de la situation, c'est le MK, le parti de Zuma. Tous les autres partis sont en train de saigner. L'ANC devrait obtenir le pire score de son histoire et perdre pour la première fois la majorité absolue. Le parti de Nelson Mandela a de forts risques de perdre aussi la région des Zoulous et également celle de Johannesburg, la plus riche du pays. Évidemment, on voulait et on s'attendait à un pourcentage meilleur, ou au moins à garder la majorité qu'on a toujours réussi à avoir. Mais on accepte ce résultat démocratique. Si vous regardez les résultats, l'ANC reste quand même le parti en tête. En l'absence d'un grand gagnant, le rôle des partis plus petits devient essentiel car le prochain gouvernement sud-africain sera probablement une coalition. Les partis ne le reconnaissent pas encore en ce moment. Mais ils ont commencé à réfléchir à comment coopérer avec les autres partis. Et de la part de l'ANC, j'ai entendu ce matin que leur approche sera d'ouvrir la porte et d'inviter des partis d'opposition pour former un gouvernement avec eux. Parmi les options possibles, un gouvernement d'union nationale entre notamment l'ANC et l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, mais il reste encore des millions de bulletins à dépouiller, rien n'est certain. J-1 avant les élections générales au Mexique. Près de 100 millions d'électeurs seront appelés aux urnes demain pour élire, si l'on en croit les sondages, une présidente. Et ce serait une première dans le pays. 2 candidates sont en effet largement en tête des intentions de vote. Claudia Sheinbaum pour la gauche au pouvoir et Rochtil Galvez pour le centre droit. Portrait croisé signé Luc Hortel. Après 3 mois de campagne officielle, Claudia Sheinbaum affiche un large sourire pour son dernier meeting. La candidate de la gauche au pouvoir est en tête des sondages. L'ex-maire de Mexico pourrait devenir la première femme à diriger le pays. Pour la première fois en 200 ans de République, nous, les femmes, atteindrons le plus grand honneur que notre peuple puisse nous accorder.
la présidence du Mexique. Et si ce n'est pas elle, une autre femme pourrait faire son entrée au Palais national, Xochitl Gálvez, candidate de l'opposition de centre-droit. Nous allons travailler main dans la main, avec tout le monde, comme un seul Mexique. La sénatrice aux racines autochtones est deuxième des intentions de vote. Elle a notamment fait campagne en critiquant le bilan sécuritaire du gouvernement sortant, dans un Mexique gangréné par les violences liées au narcotrafic. L'idée qu'une femme prenne la tête du pays fait réagir dans les rues de Mexico. À l'approche du scrutin, les avis sont partagés. Beaucoup d'entre nous, les femmes, prenons des décisions lorsque nous sommes en colère, parce que nous sommes sensibles aux émotions. Nous prenons des décisions en fonction de notre convenance. Le simple fait qu'une femme puisse être considérée comme présidente et gravir les échelons est déjà un gain impressionnant pour les droits des femmes. Quant à savoir si le pays changera ou non, c'est une question qui, je pense, est très compliquée parce qu'un mandat de 6 ans n'est pas suffisant pour faire changer les choses. L'élection est le plus grand vote jamais organisé au Mexique. La présidentielle se déroulera en même temps que le renouvellement du Congrès et du Sénat, l'élection de gouverneurs dans 9 États et de nombreux postes d'élus locaux. Près de 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. En Inde, c'est aujourd'hui que s'est achevé le long processus des élections législatives. Elles étaient réparties sur 6 semaines selon les États et les résultats officiels sont attendus mardi avec comme issue la plus probable une victoire du Premier ministre. Narendra Modi et son parti de droite nationaliste, le BJP. Alors les bureaux de vote ont fermé leurs portes il y a quelques minutes maintenant. On retrouve sur place Com Bastin à New Delhi. Com, on attend les premiers sondages donc sortis des urnes et ainsi les premières tendances déjà. Ouais, on les attend vraiment d'une minute à l'autre et puis c'est la fin d'un grand marathon ici puisque ça a commencé le 19 avril, ça se termine ce 1er juin et ça visait donc à élire 543 députés qui formeront le futur Parlement national de l'Inde et c'est eux qui vont désigner le prochain Premier ministre. Aujourd'hui, c'était la dernière phase, une phase plutôt plus petite mais évidemment symbolique. Alors je suis désolé, il y a une tempête qui se lève au moment où je vous parle. Peut-être qu'on aura enfin de premières pluies qui sont très attendues parce que ces élections se sont terminées sous 50 degrés, donc c'était très dur pour les électeurs. Enfin, en tout cas, elles sont finies, on attend les résultats. Le grand favori, c'est Narendra Modi, mais il faut quand même noter que la campagne ne s'est pas passée tout à fait comme prévu. On a senti moins d'enthousiasme de la part des supporters du Premier ministre. L'opposition a réussi à marquer des points sur des sujets comme le chômage et la démocratie. Et donc, on s'attend aussi à des résultats peut-être un peu plus serrés qu'en mars, où on parlait de 400 sièges sur les 500 du Parlement, peut-être pour le Premier ministre. On y serait plutôt autour de 300, mais voilà, on va en savoir plus dans pas très longtemps. Et en attendant, Narendra Modi, lui, était parti faire une retraite méditative. Alors, une retraite très, très médiatisée pour parler aux hindous, son cœur électoral sur une île indienne. L'opposition, elle, est en train de tenir une sorte de conseil de guerre pour voir que faire si jamais il y avait des chances qu'ils obtiennent une majorité. Voilà, le pays retient son souffle, mais à noter que les résultats définitifs, on les aura que le 4 juin. Merci beaucoup, Com Bastin. Et le 4 juin, c'est mardi. On va poursuivre sur ces élections en Inde en s'arrêtant à présent sur le bilan économique de Narendra Modi avec notre invité Sylvain Bersinger. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste chez Asterès. Alors j'ai envie de débuter avec un chiffre qui est tombé il y a quelques heures, plus 8,2% de croissance économique sur l'exercice 2023-2024. C'est 1,2 point de plus que l'année précédente. Comment fait Narendra Modi pour arriver à un tel score ? Alors, c'est vrai que l'Inde a globalement une dynamique de croissance forte, vigoureuse. Après, il faut aussi voir que l'Inde a encore un niveau de développement, c'est encore un pays pauvre. Donc, il y a encore une capacité de croissance plus importante. Il ne faut pas comparer la croissance d'un pays qui a un niveau de vie comme l'Inde avec, par exemple, la France. Une comparaison qui peut être intéressante, c'est la Chine, parce qu'en fait, on a 2 pays de taille à peu près comparable qui pendant longtemps, étaient très pauvres, très fermés. En fait, l'Inde a longtemps une économie presque communiste. Ça fait que 30 ans, en gros
grosso modo que l'Inde, l'économie indienne s'est ouverte à une économie capitaliste plus comme la nôtre, j'ai envie de dire. Et la Chine, quand elle était vraiment au cœur de sa croissance, était plutôt 12-13% par an. Donc voilà, il y a une dynamique de croissance forte en Inde, il y a un vrai développement économique, mais si on le compare à d'autres, disons, dragons asiatiques, pour reprendre le terme souvent utilisé, c'est pas non plus si impressionnant que ça. Donc je dirais que dans l'économie... Donc en fait, vous relativisez ce chiffre de plus 8,2% de croissance du PIB. Néanmoins, ce chiffre-là, moi j'aimerais que vous me l'expliquiez. Oui, alors ce qui se passe en Inde, c'est à peu près ce qui se passe dans tous les pays qui ont une transition économique d'un pays rural et pauvre vers un pays économiquement plus développé. Donc en gros, typiquement, il y a encore beaucoup d'Indiens, mais il y en a, je dirais, il y a un phénomène, une évolution qui est en cours, de paysans pauvres dans des petites fermes très peu productives qui migrent vers les villes, vers des emplois plus productifs. Alors, on parle beaucoup des services en Inde, on dit parfois que c'est le bureau du monde parce qu'il y a une spécialisation économique plus dans les services, mais aussi dans l'industrie. Et c'est le même mécanisme qu'on a vu en Chine, qu'on voit dans tous les pays qui se développent rapidement, c'est que des petits paysans de fermes peu productives quittent ces campagnes pour aller en ville vers des emplois plus productifs et ce qui permet d'avoir une croissance économique très importante. Alors, pardon. Non, allez-y. Non, je disais, cette transition pour ces personnes qui partent des campagnes vers les villes, ça ne veut pas forcément dire qu'ils deviennent prospères tout de suite. Hein. Beaucoup arrivent dans un bidonville ou un petit travail dans des petites manufactures, mais quand il y a un processus de développement économique, beaucoup d'entre eux, quand même, arrivent à avoir une hausse de leur niveau de vie. 45% des emplois restent toutefois liés à l'agriculture en Inde. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce processus qui est en cours, mais qui n'est pas du tout achevé, en fait. Hein. Il y a encore, vous venez de le dire, une large part des Indiens qui sont toujours dans des fermes très peu productives. 45%, c'est énorme. En France, c'est 2-3% des actifs qui sont dans l'agriculture, parce qu'on a une agriculture beaucoup plus productive, beaucoup plus mécanisée. Donc c'est un processus de développement économique qui est en cours. L'Inde reste malgré tout un pays pauvre, mais le côté positif de l'économie indienne, c'est que ce développement, même si on aimerait qu'il soit plus rapide, on aimerait que plus de gens sortent de la pauvreté, il est malgré tout en cours, il va prendre plus de temps qu'en Chine, mais il y a une dynamique qui est quand même sur le fond positive. Est-ce que vous diriez que c'est une puissance au pied d'argile en fait ? Je dirais qu'il y a des points très positifs et des points très négatifs. Donc on peut voir, je dirais, dans l'économie indienne, un peu le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, on l'a dit, c'est qu'il y a quand même une croissance qui est robuste. Il y a un processus de départ des gens, de fermiers très pauvres vers les villes, vers des emplois plus productifs. Donc on a ce processus en cours. On voit des domaines où l'Inde excelle. On pense à l'informatique, on pense maintenant même au spatial. Mais à côté de ça, il y a encore d'énormes défis. Et notamment humains, 107e sur 123 pays dans l'indice de la faim dans le monde. Oui, il y a encore des poches énormes de pauvreté, il y a des problèmes de corruption, de lourdeur administrative, il y a, comme vous l'avez dit, encore une large partie de la population qui est dans des fermes très peu mécanisées. Le pays peine à s'industrialiser, contrairement par exemple à la Chine, ce qui fait qu'il y a un déficit commercial chronique, ce qui pèse par exemple sur la valeur de la monnaie, ce qui génère de l'inflation. Donc je dirais qu'on peut vraiment voir dans cette économie le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais malgré tout, on a quand même un processus de croissance, donc j'ai plutôt envie de voir quand même le verre à moitié plein. Ce n'est pas encore une force motrice régionale si on le compare à la Chine. Non, si vous prenez le PIB indien par rapport au PIB chinois, grosso modo, je donne le chiffre de tête, ça va être un tiers à peu près. Hein, donc c'est deux pays en termes démographiques à peu près équivalents. L'Inde vient de passer un tout petit peu devant, mais enfin c'est tout à fait comparable. Mais un Indien en moyenne reste 2 à 3 fois, selon les chiffres qu'on prend pour comparer, parce qu'il y a plusieurs manières de comparer, 2 à 3 fois plus faible, plus pauvre qu'un Chinois en moyenne. Donc c'est une économie, je dirais, c'est une grande puissance économique en devenir, mais c'est pas encore, je dirais, à l'échelle mondiale, une grande puissance économique à l'heure où on parle. Est-ce que, dernière question, cet aspect économique tiré vers le haut, qui en tout cas est en pleine croissance, est-ce que ça explique aujourd'hui la victoire potentielle de Narendra Modi? Selon vous, il y a d'autres aspects? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autres aspects, mais je ne suis pas expert de la politique indienne, donc je laisserai ça à d'autres. Narendra Modi, par exemple, joue beaucoup sur le nationalisme hindou, avec une opposition vis-à-vis de la communauté musulmane, ce qui, à mon avis, d'un point de vue strictement économique, peut poser problème, parce que si vous mettez de côté toute une part de la population, si on raisonne uniquement en termes de croissance économique, c'est très mauvais. Mais globalement, oui, on l'a dit, depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, il y a un processus de développement économique qui s'est poursuivi sous les mandats de Narendra Modi. Vous l'avez dit, 8% de croissance, même un peu plus, ça reste un chiffre positif. Donc oui, le bilan économique de Narendra Modi, il est quand même, on va dire, globalement plutôt positif, même si je l'ai dit... Même si tout le monde n'en profite pas. Voilà, même si tout le monde n'en profite pas, il y a des poches énormes de pauvreté, on pourra apporter beaucoup de nuances. Mais je pense, d'un point de vue purement électoral,
la situation économique pour le président sortant est plutôt un atout. Merci beaucoup, Sylvain Bersinger, Merci de nous avoir apporté votre éclairage donc, sur la situation économique en Inde dans ce contexte électoral. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette édition sur TV5 Monde et très bonne suite de programme.